Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Bien voilà, j'ai terminé le test de la Samsung Galaxy Watch 4 classique. Alors, c'est une révolution. C'est une révolution parce que c'est une montre qui est le résultat de l'alliance entre Samsung et Google. C'est le retour de Samsung à des montres sous Wear OS. Et là, c'est en l'occurrence la première montre connectée au monde qui tourne sous Wear OS 3. Donc ça ajoute de nouvelles capacités parce que ça donne accès à toutes les applications du Google Play Store. Mais en contrepartie, c'est moins d'autonomie et des incompatibilités avec certains smartphones. On va voir ça juste après. Je vais d'abord commencer par présenter les modèles. Ici, vous avez la Galaxy Watch 4 classique en 42 mm, version Bluetooth. Donc je fais le détail. Il y a une Galaxy Watch 4 qui est en fait la successeur de la gamme des Watch Active. Donc il n'y a pas de Galaxy Watch Active 4. Et puis une Galaxy Watch 4 classique qui est la successeur de la Galaxy Watch 3. Ce qui les différencie, c'est en termes de design, c'est la présence de la lunette. Et en termes d'interface, le fait que la lunette rotative n'est présente que sur la Galaxy Watch 4 classique et elle est absente des modèles Galaxy Watch 4 qui ont un écran qui vient jusqu'au bord et donc un aspect un peu plus montre connectée. Il y a deux tailles de boîtier. Donc pour la Galaxy Watch 4, c'est 44 mm ou 40 mm et pour la Watch 4 classique, c'est 46 mm et 42 mm. Donc là, j'ai le petit modèle, le modèle 42 mm. Chaque modèle est ensuite décliné en deux versions, une version Bluetooth et une version LTE. Les contraintes maintenant, eh bien, figurez-vous que la Galaxy Watch 4 est incompatible avec les iPhones. Vous ne pourrez rien faire, strictement rien faire, c'est incompatible. Sans qu'on sache vraiment si c'est définitif ou si c'est juste temporaire, le temps que Samsung poursuive des développements. Mais plus embêtant, il y a une limite avec même des téléphones Android d'une autre marque que Samsung. Donc si vous avez un Samsung, il n'y aura aucun problème. Si vous avez un Android d'une autre marque, alors vous serez quelque peu limité, notamment au niveau du suivi santé, parce qu'il y a l'électrocardiogramme et la pression sanguine, c'est des applications qui tournent sous Samsung et donc ne sont pas accessibles avec les autres smartphones Android. C'est pas grand chose, hein. On n'a pas besoin d'une mesure de pression sanguine et d'électrocardiogramme tous les 4 matins. Le boîtier il est étanche à 50 mètres et il est aussi résistant hyper résistant même, puisqu'il répond à la norme de l'armée américaine 1000 STD 810. Donc ça veut dire que globalement vous pouvez faire tomber votre montre, il n'y aura aucun problème. Le bracelet, par contre, il est un peu pourri. En fait, vous voyez l'attache, alors il se détache ici avec la tirette, ce qui fait qu'on peut les remplacer. Mais vous voyez là, il est fait pour épouser la forme du boîtier, et ça fait un peu une butée. Le problème, c'est que ça fait une boîtier, vous voyez, mon poignet, il fait pas cette largeur. Mon poignet, il serait plutôt comme ça, on va dire. Sauf que, vous voyez, là, en fait, ça force la position naturelle du bracelet, c'est celle-ci. Et ça, si je le pose sur mon poignet, vous voyez que là, ça épouse pas du tout le tour du poignet. Donc en fait, la montre ballotte un peu, c'est pas génial. Elle pèse, alors là, le modèle que j'ai là fait 69 grammes, je sais pas quel est le poids des autres. Il y a une amélioration du côté de l'écran. C'est la même résolution pour les deux petits modèles, que vous ayez une Watch 4 classique ou une Watch 4 normale. C'est un écran de 30 mm de diamètre et 396 par 396 pixels. Et puis, pour les grands modèles, donc pour les deux grands modèles, cette fois c'est un écran de 35 mm avec une résolution de 450 par 450. Vous voyez que c'est réactif, il y a des petites animations sur les déplacements, vraiment ça fonctionne très très bien. Il est protégé par une vitre Gorilla Glass DX+. Donc ça, c'est résistance aux rayures et parfaite transparence, ce qui donne une meilleure lisibilité. C'est des vitres qui sont développées spécialement pour les wearables.
On a une évolution en termes de l'interface. On ne retrouve pas tout à fait l'interface de Samsung. Alors le bouton du bas sert toujours à revenir en arrière, donc si on est quelque part là, hop, on revient en arrière. Par contre le bouton du haut qui avant lançait les profils sportifs, maintenant il sert à revenir à la watch face. Les applications, on les lance maintenant comme ça, un swipe du bas. Donc vous voyez que là, on n'a plus une présentation circulaire comme on avait avant sur l'interface Tizen. Maintenant, on a toutes les applications qui sont comme ça, présentées verticalement. C'est un peu déroutant au début parce qu'il n'y a que les icônes, il n'y a pas les noms. Bon, après un peu d'utilisation, on sait ce qu'on utilise. On peut bouger ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Et ici en haut, on accède aux dernières applications utilisées dans l'ordre. Quand on swipe de droite à gauche, on accède aux tuiles. Donc là, on a plus de tuiles qu'avant, et c'est vraiment super. Là aussi, c'est tout personnalisable, tout simple, il suffit de laisser le doigt appuyer dessus. Et puis, la nouveauté, c'est que en plus des tuiles classiques Wear OS, qui ont été augmentées en termes de nombre, on a aussi des tuiles d'applications tierces. Donc là, par exemple, on a la tuile Komoot et la tuile Strava. Pour toutes les fonctionnalités connectées, on a donc une connexion Bluetooth, une connexion Wi-Fi, une connexion LTE sur les modèles LTE, et puis ensuite un micro ou un haut-parleur. En termes de capteurs pour le sport, cette fois, on a une puce GPS GLONASS Beidou, on a un capteur cardio optique qui fait oxygénation sanguine, SpO2. Les plaques que vous voyez ici, complétées par les deux boutons là, servent à faire l'électrocardiogramme et capteur de bioimpédance. On en reparlera dans la section du suivi santé. On a aussi la possibilité de faire un capteur de pression sanguine et puis un altimètre barométrique. On va passer tout de suite à l'autonomie, mais si vous êtes intéressé par un achat d'une Galaxy Watch 4, classique ou pas, eh bien je vous mettrai dans la description un lien qui sera un lien affilié et qui permettra de toucher une commission sur votre achat sans que vous payiez plus cher. Et merci. En termes d'autonomie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en utilisation sportive, c'est à peu près 1 heure d'utilisation, 15% d'autonomie. C'est pas énorme, hein, ça fait à peu près 7 heures de sport max. La nuit, alors ça dépend de vos réglages. La nuit, c'est moins 20% et même jusqu'à moins 25% si vous avez activé le capteur cardio et le capteur de SpO2. Et puis une journée sans sport et une utilisation moyenne de la montre, c'est-à-dire vous n'avez pas fait 2 heures avec Google Maps, et bien là c'est à peu près 70% de l'autonomie qui tombe. J'ai fait une vidéo, vous la retrouverez dans la playlist de Galaxy Watch 4 sur la chaîne, une vidéo sur les réglages, tous les réglages qu'on peut faire sur les capteurs, l'écran, etc. Il y a 12 astuces pour arriver à gérer au mieux votre autonomie. Après, c'est pas génial, la recharge, elle est plutôt longue, il faut 2 heures pour la recharger complètement. Donc ça veut dire que si vous réveillez le matin et que vous dites « Ah mince, il reste plus que 18% à ma montre », et ben le temps de prendre au petit-déj, ça suffira pas à la recharger complètement. Côté sport, eh bien, pour ce qui est des applis de base, il y a peu d'évolution. Alors, c'est bien présenté, hein. On a quand même quelques profils particuliers, notamment on a la natation en piscine et la natation en eau libre. On a plein d'exercices de musculation. Ces exercices de musculation, ils permettent en fait de les enchaîner dans une séance de musculation. Donc en fait, on commence avec un exercice, il y a une détection automatique des mouvements et un comptage automatique des répétitions. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on a fini nos 3 séries, 3x10 par exemple, on veut passer au soulevé de terre, eh bien, on change d'exercice. Et puis à la fin, ça enregistrera tout dans une seule et même séance de musculation. C'est assez pas mal. Ensuite, pour les profils plus classiques on va dire de sport d'endurance, marche, course, etc., on peut
activer des tours automatiques, un objectif, c'est une durée à atteindre, une distance. On a le guide audio qui va nous dire soit via un casque, soit par le haut-parleur où on en est. Et puis, on peut personnaliser les champs de données. Donc là, c'est jusqu'à 7 champs de données. En fin de course, on a des données, des running dynamics. On a par exemple l'équilibre gauche-droite, on a la cadence, etc. Mais en revanche, on ne peut pas coupler une ceinture cardio. Alors je dis ça, mais je vais vous dire tout de suite après quelle application quelles applications au pluriel on peut utiliser. Vous voyez, j'ai utilisé pas mal d'applications pour le sport et je vais vous donner un peu les avantages de chacune. Parce que vous verrez qu'on peut tout à fait coupler un capteur cardio ou un stride avec ces applications. Donc dans Samsung Health, c'est là qu'on retrouve tout notre historique, l'historique d'activité quotidienne, de nombre de pas, les séances de sport. Alors la séance de sport, on n'a qu'une semaine. Le sommeil, cardio, stress, oxygénation sanguine, composition corporelle, toutes les choses qu'on rentre à la main, nourriture, eau, les partages avec d'autres, vous pouvez faire des challenges suivis des cycles menstruels, etc. Donc tout ça, on l'a également sur l'appli sur le téléphone. Si vous voulez un détail sur la précision du capteur cardio et de la trace GPS, alors là je vous renvoie sur le blog, je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo où vous trouverez les comparaisons de différentes séances par rapport à d'autres montres GPS. Et on en vient aux applications. Alors j'en ai testé 5 qu'on voit ici. Strava, l'intérêt de Strava, c'est de pouvoir activer la beacon. Donc la beacon, c'est le live track, en gros le suivi en direct. Et bien là, ça permet de pouvoir la lancer en direct. Donc ensuite, on va avoir à l'affichage les écrans de données de l'application Strava, et dès qu'on terminera l'enregistrement, eh bien la séance sera transférée directement sur Strava. Ensuite, j'ai testé Komoot. Komoot, ça permet d'afficher de la cartographie et de faire du suivi d'itinéraire, c'est-à-dire vous tracez un itinéraire sur Komoot et vous pouvez le suivre ensuite sur votre montre. Ensuite, il y a celle-ci, Sportigo. Celle-ci, elle est vraiment, vraiment complète. Quand on va dans les paramètres, on peut ajouter des capteurs Bluetooth. Ça, c'est des ceintures cardio, mais on peut aussi faire un stride. On peut coupler un stride. On peut faire des transferts vers d'autres applications. On peut régler l'intervalle de prise de GPS. Donc, si on veut économiser un peu d'autonomie, eh bien, on peut choisir de prendre une position GPS toutes les 5 secondes au lieu d'une position GPS toutes les secondes. Donc, vraiment plein de choses et plein de réglages possibles avec cette appli. Ensuite, on a Ghost Racer. Ghost Racer, là, ça permet de coupler des capteurs Bluetooth et de télécharger de la carto. Et puis Outdoor Active, qui permet de télécharger de la carto et de trouver des parcours à proximité, des parcours de VTT, des parcours de marche, de vélo, de la balade, du cheval, etc. C'est très complet pour explorer une zone. Alors bien évidemment, pour profiter de toutes les fonctionnalités sur chacune de ces applications, il faut avoir un compte premium, c'est quand même la limite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo en focus sur ces applications de sport. Là je cours avec l'application Sportigo et en fait c'est vrai que c'est le bordel dans les champs d'activité. C'est un peu le contraire de Strava. Strava, c'est au contraire, on n'a pas assez d'infos, il n'y a pas beaucoup de champs de données. Donc si ça vous intéresse de savoir un peu quelles sont les capacités de ces applis, mais aussi les inconvénients, laissez un commentaire et on poursuit avec le test tout de suite. Pour ce qui est du suivi d'activité quotidienne, on a pas mal de tuiles. Alors je les ai même pas toutes activées tellement il y en a. Et puis certaines comme ça ci regroupent plusieurs suivis, plusieurs données. On a donc le suivi de la fréquence cardiaque.
Donc là, on peut régler la fréquence de prise de mesure. Moi, j'ai pris une mesure toutes les 10 minutes, mais on peut l'activer en continu. C'est juste que ça bouffe plus de batterie. On a le suivi du sommeil avec donc les phases. Là aussi, on peut choisir d'activer le cardio ou le SPO2 la nuit. Ça améliore la précision des données de récupération. Et on peut même enregistrer le ronflement. Alors là, c'est le truc assez fou. Bon, c'est pas la montre directement qui le fait. Il faut poser son smartphone sur la table de nuit. Et puis ensuite, le lendemain matin, eh bien, on peut aller s'écouter ronfler. Donc on peut voir à quel moment dans la nuit on a ronflé. Et puis on peut écouter la séquence, histoire de valider que c'était bien un bruit de ronflement et pas autre chose. L'idée derrière ça, avec le SPO2, donc si vous avez un déficit d'oxygénation sanguine et puis que vous ronflez beaucoup, eh bien c'est peut-être tout simplement que vous faites de l'apnée du sommeil. Le niveau du stress qu'on peut soit mesurer ponctuellement, soit en continu. Là encore, ça bouffe de la batterie. La composition corporelle. Alors là, on porte la montre au poignet, on place deux doigts pour ceci. Je sais plus si on place un doigt ou deux doigts. L'électrocardiogramme et ça, il y en a un, il faut placer un doigt, l'autre c'est deux doigts, je sais plus. Là, je crois que c'est un doigt. On place un doigt sur le bouton du haut et puis ça va nous décomposer le poids, l'IMC en taux de graisse, en masse musculaire. Voilà, le taux de graisse ici, 14%, l'IMC, 19,5, il faut juste rentrer sa taille, et puis voilà. Le SPO2, l'électrocardiogramme, donc là pareil, on porte sa montre au poignet, on place deux doigts ici, ça dure 30 secondes ou une minute je crois, et ensuite ça transfère les données dans Samsung Health, qui sont enregistrés et qui peuvent être exportés sous forme de PDF, c'est-à-dire que vous pouvez fournir ça à un médecin, vous pouvez envoyer votre électrocardiogramme à un médecin. Bon, je ne suis pas persuadé qu'en France, les médecins soient très réactifs à ce genre de choses. Il y en a un que j'ai pas affiché parce que tout simplement j'ai pas pu le tester, c'est la pression sanguine. En fait la contrainte c'est qu'il faut d'abord étalonner le capteur avec un appareil chez le médecin, vous savez le brassard qui gonfle sur le bras. Donc la première mesure il faut l'étalonner, donc en gros on lance la mesure sur la montre, on fait la mesure avec le brassard et puis ensuite on dit sur la montre ce qui a été lu sur le brassard. Ensuite, pour toutes les autres fois, il n'y aura plus besoin du brassard, le capteur aura été étalonné et donc il pourra mesurer la pression sanguine. Maintenant, du côté montre connectée, qu'est-ce qu'on a? On a accès à toutes les applications du Play Store, donc ça par rapport à Samsung et ce que proposait Samsung, c'est incroyable. En fait, on a Google Maps, on a le Google Pay, la solution de paiement sans contact, on a le Google Assistant, on a YouTube Music, là aussi il faut un compte payant, mais si vous avez un compte premium, vous pouvez avoir YouTube Music ici, on a Spotify en offline, donc enfin sur Wear OS, Spotify n'est plus juste une télécommande de l'appli sur votre smartphone, c'est une vraie appli avec le stockage de vos playlists favorites dans la montre. Ce qui est vraiment super, c'est le One UI de Samsung, c'est-à-dire que l'interface de la montre colle à ce que vous trouvez sur votre smartphone. Donc dès que vous téléchargez une application sur votre smartphone Samsung, eh bien, elle va s'installer automatiquement sur la Watch 4. Et puis, il y a aussi des choses, vous pouvez aussi lancer le téléchargement d'une application depuis la Watch sur le téléphone. Dès que vous lancez, par exemple, Google Maps depuis votre smartphone, eh bien, le guidage s'affiche automatiquement sur votre montre. Lorsque vous recevez un message WhatsApp par exemple, donc les notifications, je ne vous ai encore pas montré, les notifications elles sont sur le swipe de gauche à droite, et dès lors que vous recevez un message de WhatsApp par exemple, vous pouvez consulter tout l'historique sur votre montre, pas juste le dernier message.
Vous voyez les émoticônes, on voit les photos, et puis on a tout un tas de solutions pour répondre aux messages. On peut répondre en dictant un texte, on peut répondre par un message vocal, on peut répondre en tapant un texte sur un clavier, on peut répondre en tapant lettre par lettre, enfin en faisant les signes lettre par lettre. Bon, c'est vraiment complet, c'est super bien fait. On a aussi donc les alertes de calendrier. On a la météo ici avec donc les prévisions du jour. Et puis ensuite, on a les prévisions sur les heures à venir, les jours de la semaine, les indices UV, la probabilité de pluie, les heures de lever et coucher du soleil. Voilà, cette tuile-là, elle est vraiment super. On a les lecteurs de musique. Donc là, on a trois options. Un lecteur de musique MP3, où on stocke les musiques directement à l'intérieur. On a Spotify offline et puis YouTube Music offline. Il suffit alors de coupler un casque Bluetooth et le tour est joué. Dernier swipe, de haut en bas, on accède au panneau de configuration. Donc soit les réglages ici, soit les petits raccourcis. Si par exemple on veut régler la luminosité de l'écran, voilà. Activer ou désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, activer ou désactiver l'économie d'énergie. Voilà. En conclusion, eh bien, je trouve que la transition de Samsung de Tizen vers Wear OS, eh ben, elle est vraiment fluide. En fait, on retrouve là l'interface de Samsung, hein, à part l'histoire du bouton du haut et puis l'accès aux applications, on retrouve vraiment l'interface de Samsung. Donc les gens qui viennent d'une autre Galaxy Watch ne seront pas perdus. Moi, j'ai trouvé ça très réussi. Vraiment, le seul point négatif, alors j'en vois deux. Le premier, c'est ce bracelet là, qui est pas terrible. Et le deuxième, bah, c'est l'autonomie. Là, avant, Samsung faisait des montres connectées qui avaient une autonomie de 2-3 jours facile. Là, maintenant, il va falloir recharger la Galaxy Watch 4 tous les jours. Vous y couperez pas.